J'ai trouvé le message par hasard, dans un vieux téléphone que personne ne pensait à toucher. Il disait « Ne viens plus, tu sais pourquoi ?» Et il était signé du nom de mon père. Mais ce n'était pas lui. Et ce n'était que le début. La pluie m'accueille à la sortie du train. Passe une pluie dramatique, fine, horizontale, sournoise. Le genre qu'on oublie, jusqu'à ce qu'on soit trempé. Je traîne ma valise sur le gravier. La maison est là, comme figée dans un autre temps. Façade propre, volets fermés, silence tendu. C'est ma mère qui ouvre. Elle me regarde sans sourire. « Tu as vraiment maigri ?» Je réponds par un hochement d'épaule. Pas de bise. Elle se décale. J'entre. Le salon est exactement comme dans mes souvenirs. Trop beige, trop ordonné. Chaque coussin à sa place. Chaque souvenir bien rangé. Rien ne bouge. Sauf moi. Mon demi-frère, Hugo, m'envoie un salut, sans lever les yeux de son écran. Mon beau-père, toujours aussi effacé, me fait un signe de tête. Je pose ma valise près de la buanderie. Toujours moi là. Toujours dans l'angle mort. « Tu restes combien de temps ?» demande ma mère, déjà en train de préparer du thé qu'elle ne m'a pas proposé. Juste quelques jours. Je mens. Je suis revenue pour une raison. Et elle est dans ce téléphone que j'ai retrouvé la semaine dernière. Un vieux modèle Nokia que je gardais dans une boîte, en haut d'un placard. Batterie morte. Écran rayé. Mais la carte SIM intacte. Et dans les messages archivés, cette phrase. Signée de mon père. Mais envoyée à une heure où il n'avait plus de téléphone. Et plus de voix. Je m'installe dans la chambre d'amis. Mon ancienne chambre est devenue un bureau. On a dû optimiser l'espace, a dit ma mère. Je n'ai pas demandé à voir. La nuit, j'écoute les bruits de la maison. Le frigo, les pas feutrés, les chuchotements derrière les murs. Et je commence à chercher. Je passe 2 heures dans le garage le lendemain pour retrouver une vieille veste. En réalité, je fouille les cartons. Je trouve une boîte à chaussures avec des lettres administratives. Je prends des photos. Discrètement. Personne ne me pose de questions. Ils n'ont jamais regardé où j'allais, tant que je ne faisais pas de bruit. Le 3e jour, je demande « Pourquoi papa m'a envoyé ce message-là ?» Ma mère fronce les sourcils. « Quel message ?» Je montre l'écran. Elle blêmit. Elle attrape le téléphone d'un geste sec, le tourne, le lit. Elle réfléchit trop longtemps, puis dit, trop calme. « Tu l'as mal interprété, il était malade. » Confus. Il disait n'importe quoi à la fin. Mais le message est daté d'1 an avant sa mort. Pas pendant. Avant. Je le sais. Et maintenant, elle sait que je sais. Je commence à me souvenir de ce que j'avais effacé pour survivre. Mon père m'appelait toujours ma justicière. C'est lui qui m'avait offert mon premier classeur pour que je trie toutes les vérités qu'on tord. Et puis, un jour, plus rien. Silence. Ce message. Et maintenant, le ton, la crispation dans les épaules de ma mère, le regard fuyant d'Hugo, le silence encore plus fort du beau-père. Quelque chose ne colle pas. Quelque chose s'effrite. Je commence à penser. Et si toute ma douleur n'était pas une erreur, mais un plan? Et je sais, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas retourné chaque pierre. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas retourné chaque pierre. Le lendemain, je me lève avant tout le monde. La maison dort encore. Silence, sauf le cliquetis du vieux chauffe-eau. Je traverse le couloir pieds nus, direction la buanderie. Toujours moi dans les pièces de service. Ça les arrange. J'installe mon ordinateur portable sur la machine à laver. Insère la carte SIM du vieux téléphone dans un lecteur externe. J'ouvre les messages. L'historique.
les détails techniques. Et là, confirmation. Le SMS incriminé n'a pas été envoyé depuis le numéro de mon père, mais depuis un autre. Un numéro qui appartenait autrefois à un forfait familial, à ma mère. Je m'arrête, inspire. Le poids d'années d'oubli se remet à peser. D'un coup. Ce n'était pas une maladresse, c'était une exécution. Je referme l'ordinateur à temps. Des pas. La cuisine s'anime. Petit déjeuner. On m'appelle. Je souris. Je dis « bonjour » avec une voix neutre. J'observe. Hugo est là, mangeant ses céréales. Il ne me regarde pas. Ma mère verse du café. Trop sucré, comme toujours. Bien dormi ? Dit-elle, l'air léger. Je réponds oui. Et je commence à poser les vraies questions, doucement. Tu te souviens de quand papa est parti ? Il est mort chez nous, non ? C'est toi qui gérais ses affaires ? Elle répond, une fois sur deux. Laisse des trous dans l'histoire. Et quand je mentionne le message, elle change de sujet. Tu veux sortir cet après-midi ? On pourrait aller au marché. Je hoche la tête. Mais dans ma tête, je suis ailleurs. Je me revois à 16 ans, dans cette même cuisine, à demander pourquoi papa ne venait plus aux réunions parents-prof. Elle m'avait dit « Il est fatigué, il préfère que je gère ». Et j'avais accepté. Encore une fois, je monte à l'étage, passe dans le bureau, mon ancienne chambre. Les meubles ont changé, pas les tiroirs. Je fouille ceux du bas, là où on cache les choses qu'on ne veut pas jeter, mais qu'on ne veut surtout pas voir. Et je trouve un dossier cartonné, marqué « Succession banque notaire ». Mon cœur tape. À l'intérieur, des relevés, des lettres, des procurations. Et une feuille, à l'encre pâlie. Une attestation signée par mon père, 1 an avant sa mort, désignant un bénéficiaire pour un compte d'épargne. Le bénéficiaire, c'était moi. Mais cette feuille n'a jamais été transmise. À la place, une autre lettre, plus récente, signée, cette fois, de la main de ma mère, demandant l'annulation de cette clause, par erreur de procédure. Le document est daté 3 jours après l'AVC de mon père. Je m'assois sur le sol. Les papiers autour de moi. Le souffle court. Ce n'est plus une théorie. Ce n'est plus une intuition. C'est du vol. C'est du mensonge. Et c'est ma vie qu'ils ont effacée. Je prends en photo chaque page. Je sauvegarde sur 2 clés USB. Une reste avec moi. L'autre ira ailleurs. Au dîner, je regarde ma mère différemment. Je commence à voir le maquillage derrière le sourire. La stratégie dans ses phrases. « Tu fais quoi en ce moment, exactement ?» me demande-t-elle, en servant le gratin. Je souris. Je classe des souvenirs. Elle hoche la tête, méfiante. Elle sent que je glisse entre ses doigts. Et moi, je sens autre chose pour la première fois depuis des années. Pas de colère. Pas encore de victoire. Mais une lumière. Fine. Tranchante. Silencieuse. La vérité. Et elle est à moi. La vérité est à moi. Mais ce n'est pas encore assez. Je veux comprendre tout. Je veux prouver tout. Pas seulement ce qu'ils ont volé, mais comment et pourquoi. Le lendemain, je fais ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. Je rends visite à Maître Delorme, le notaire de famille, le même depuis 20 ans. Il me reconnaît, me propose un café. Je refuse. Je suis ici pour une question sur la succession de mon père. Il se redresse légèrement. Tout a été réglé par votre mère. Elle avait tous les pouvoirs nécessaires. Je le regarde droit dans les yeux. Est-ce que vous avez une copie de l'attestation désignant un bénéficiaire sur son compte personnel ? Il hésite, tape sur son clavier, puis fronce les sourcils. Il y avait une note, mais elle a été retirée à la dernière minute. Par la famille. Par ma mère ? Oui. Il s'arrête, me regarde, et ajoute, plus doucement, « C'est vous,
Le nom sur l'attestation, n'est-ce pas? Je ne réponds pas. Je n'ai pas besoin. Il le sait. Je demande une copie. Il refuse d'abord. Puis s'il glisse, presque à mi-voix. Officiellement, je ne peux pas. Mais officieusement, vous ne m'avez rien demandé. Et je n'ai rien donné. Il m'imprime discrètement une feuille, pliée en deux. Je le remercie. Et en sortant, j'ai une pensée claire, nette. Ils ont tout planifié. Et surtout, ils ont cru que je n'oserais jamais chercher. De retour à la maison, le décor me paraît plus faux que jamais. La lumière est trop jaune. Les sourires trop lisses. On prépare un dîner de famille. Hugo a eu une promotion, annonce ma mère. Il gère un service maintenant. Je souris poliment. Il hoche la tête, modeste. Il me regarde. Attendent que je sois impressionnée. Mais dans ma tête, une autre image tourne en boucle. Mon père, affaibli, isolé, tenu à l'écart. Pendant que eux préparaient le terrain. Après le repas, je m'excuse. Je dis que j'ai mal à la tête. Je monte dans ma chambre, ferme la porte. Et j'ouvre le classeur. Je commence à organiser l'épreuve. Chronologiquement. Logiquement. Froidement. Ce n'est plus un acte de rage. C'est une opération. Je prends un cahier. J'écris. Phase 1. Reconstitution des faits. Attestation originale signée 1 an avant décès. Message mensonger envoyé depuis ligne mère. Demande de suppression du bénéficiaire après AVC. Absence d'informations données à la fille. Transfert des fonds vers compte commun. Mère, beau-père. Phase 2. Droit. Recherche avocat spécialisé. Analyse de l'influence illégale. Post-AVC. Possibilité d'ouverture d'enquête pour falsification. Je respire. C'est comme si mon cœur battait pour la première fois depuis des années. Je ne suis plus celle qui attend un signe d'amour. Je suis celle qui réécrit l'histoire. Le lendemain, au petit déjeuner, je pose une simple question. Vous vous souvenez de la maison de papa en Corrèze? Ma mère sursaute légèrement. Pourquoi tu demandes ça? Il me l'avait promise. Il en parlait souvent. Elle hésite. Elle a été vendue. Trop de frais. Je hoche la tête. Mais je sais que c'est faux. Je l'ai vue hier. Toujours à son nom. Mais mise en location par Hugo, au nom de sa nouvelle société. Créée 2 mois après la mort de mon père. Je n'ai pas réagi sur le moment. Mais j'ai tout enregistré. Un écran, une adresse, une ligne dans le registre public. C'est là que j'ai compris. Il n'était pas un spectateur. Il était un complice. Je me regarde dans le miroir ce soir-là, et je me dis, tu n'es plus celle qu'il croit. Pas depuis longtemps. Maintenant, c'est moi qui tiens le fil. Et je vais le tirer jusqu'à ce que tout s'écroule. Je vais tirer le fil jusqu'à ce que tout s'écroule. Et ce soir-là, il commence à craquer. Le dîner se déroule comme un mauvais théâtre. Rôle bien défini, dialogue appris par cœur. Tu devrais penser à te stabiliser, dit ma mère en versant le vin. T'as toujours été un peu instable, ajoute Hugo avec un sourire fin. Je hoche la tête. Je joue encore. Mais c'est la dernière fois. Je sors mon téléphone. Ouvre le dossier que j'ai intitulé Réparation. Et je pose une question, pas fort, pas théâtralement. Juste posée, claire. Maman, pourquoi as-tu annulé l'attestation de papa qui me désignait comme bénéficiaire? La pièce se fige. Hugo relève la tête. Mon beau-père regarde son assiette. Ma mère fronce les sourcils, comme si elle n'avait pas bien entendu. Qu'est-ce que tu racontes? Je tourne l'écran vers elle. Cette attestation, datée, signée, avant son AVC. Elle reste figée. 1 seconde, 2, puis elle rit. Faux, cassant. Tu tombes dans la paranoïa. Tu n'étais pas là. Tu ne sais rien. Je sais qu'il ne m'a jamais dit de ne plus venir.
Je sais que ce message venait de ton numéro, pas du sien. Le rire s'étrangle. Tu fouilles dans quoi, exactement? Tu nous accuses de quoi, là? Je la fixe. Je vous accuse d'avoir menti, manipulé, volé. Et je le prouverai. Silence. Hugo se lève brusquement. C'est n'importe quoi. T'as toujours voulu créer des problèmes. Papa t'aimait pas comme tu croyais. Je me retourne vers lui. Il m'aimait assez pour me protéger, mais pas assez pour vous affronter. Il serre les poings, mais je continue. Tu l'as su pour la maison en Corrèze? Tu l'exploites aujourd'hui. Tu crois que c'est discret? Registre des entreprises. 2 clics. Il pâlit. Ma mère siffle entre ses dents. Tu crois que tu vas faire quoi avec ça? Détruire ta famille? Je souris. Non. Vous l'avez déjà fait. Moi, je vais juste nettoyer les ruines. Mon beau-père se lève lentement. Il regarde ma mère, puis Hugo, puis moi. Je vous l'avais dit. Il fallait lui dire. Avant. Il ne crie pas. Il constate. Et là, je le vois. Pas seulement complice, mais lâche. Toujours derrière, jamais devant. Je quitte la pièce, monte les escaliers. Ma mère hurle derrière. Tu ne reviendras plus jamais ici, tu m'entends? Je ne réponds pas. Dans la chambre, je verrouille la porte. Et j'envoie le dossier à mon avocat. Il est tard, mais il répond en 3 mots. On lance demain. Je m'assois sur le lit. Il est raide. Le matelas grince. L'odeur me donne la nausée. Et pourtant, je souris. Pas parce que c'est fini, mais parce que c'est réel. Ce n'est plus une intuition. Ce n'est plus un soupçon. C'est une chaîne de faits. Et moi, je tiens la première clé. Je repense à cette phrase qu'ils m'ont répétée 1000 fois. Tu te fais des films. Et je réalise que oui. Mais maintenant, c'est moi la réalisatrice. Et leur mensonge n'est plus le scénario principal. Demain, tout change. Pas parce que je l'espère, mais parce que je l'ai décidé. Demain, tout change. Et ils n'ont encore aucune idée de ce qui les attend. À 8 heures tapantes, je suis au cabinet de Maître Fournier, avocat spécialisé en litiges successoraux. Son regard est calme, mais direct. Il a lu tous les documents dans la nuit. Il sait que ce n'est pas juste une querelle familiale. C'est une opération. Vous avez les preuves, mademoiselle. Légales, chronologiques, solides. Ce n'est pas une intuition. C'est une fraude. Je hoche la tête. Je veux lancer une procédure. Pas de médiation. Pas de conciliation. Une plainte officielle. Il me regarde un instant de plus. Vous êtes prête pour ce que ça implique? Je respire. Je suis prête à cesser de me taire. Les jours suivants sont d'un calme presque surnaturel. Je ne parle à personne dans la maison. Ils font comme si rien ne s'était passé. Ma mère cuisine. Hugo part au travail. Mon beau-père lit son journal. Mais les regards ont changé. Ils savent ce que je sais. Mais ils ne savent pas jusqu'où je vais. Le jeudi, la convocation judiciaire leur est remise. Par huissier. À domicile. Je suis là. Je les entends derrière la porte. La panique contenue. Les chuchotements. Ce n'est pas possible. Ma mère monte en furie. Elle ouvre la porte sans frapper. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu vas salir ton propre nom. Je lève les yeux. C'est vous qui l'avez sali. Je ne fais que le nettoyer. Elle me regarde, choquée. Pas par mes mots, par ma voix. Droite, calme, irrécupérable. Elle baisse les yeux. Et pour la première fois, elle ne répond rien. Les semaines suivantes sont un enchaînement de rendez-vous, d'échanges d'avocats, de copies de documents, d'analyses d'expertise. Le compte d'épargne sur lequel j'étais bénéficiaire, gelé illégalement. La maison de Corrèze, transfert de gestion sans consentement du propriétaire. Le message falsifié,
techniquement traçable et bientôt utilisé comme preuve de manipulation. Je découvre aussi autre chose. Mon père avait entamé une démarche notariale pour me transférer une partie de ses biens. Une démarche interrompue brutalement, quelques jours après son hospitalisation. Et là, un doute devient certitude. Ils ont tout arrêté dès qu'il a perdu sa voix. Parce que sans sa voix, il pensait qu'il ne resterait plus rien. Mais il m'avait laissé moi, et je suis encore là. Je me rends chez son ancien médecin. Je me présente, j'explique doucement la situation. Je lui montre un document que j'ai retrouvé dans une boîte. Une autorisation de communication médicale signée par mon père. À mon nom, le médecin me regarde longuement. Puis il dit, à voix basse, « Il parlait souvent de vous. Il se sentait coupé. Il disait que vous ne répondiez plus, que vous l'évitiez. Il souffrait de ça. » Je sens mon estomac se retourner. Il avait reçu un message. Je murmure. Oui, il en parlait. Il le relisait souvent. Il disait, « Je ne comprends pas pourquoi elle me rejette. » Je baisse les yeux. Ce message, ce mensonge, ce n'est pas juste de l'argent qu'ils m'ont volé. C'est des années d'amour qu'ils ont laissé mourir dans le silence. Je sors du cabinet, les jambes floues. Je vais jusqu'à un petit parc, m'assieds sur un banc. Les feuilles tombent, l'air est doux, et je pleure. Pas de colère, de chagrin pur. Mais même ce chagrin est une force, parce qu'il m'a ramené à lui, et ce qu'ils ont cru détruire. Je suis en train de le reconstruire, pas pour eux, pour lui et pour moi. Je ne reconstruis pas pour pardonner. Je reconstruis pour que plus jamais on ne m'efface. L'audience est prévue dans 3 semaines. Le juge a accepté l'ouverture du dossier. La plainte est recevable. L'avocat de ma mère a demandé un report. Rejeté. Pendant que le système s'active lentement, moi, je vais vite. Je retourne voir l'ancien voisin de mon père, M. Bernard. Un homme discret, presque invisible, qui habitait la maison d'à côté. Je me souviens que papa l'aimait bien. Il me reconnaît tout de suite. « Tu es la fille de Luc. Je te revois petite, tu courais dans le jardin. » Je lui raconte ce que je peux. Le message. Le silence. Le doute. Il m'écoute. En silence. Puis il dit « Je peux te montrer quelque chose. » Il me fait entrer. Va chercher une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur, des cartes postales, des lettres, certaines de mon père, non envoyées. Il me les donnait. Il écrivait, puis il n'osait pas. Il disait que tu ne voulais plus de contact. Il en pleurait parfois. Je prends les lettres. L'une d'elles me transperce. Je ne comprends pas. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Mais ne m'abandonne pas. Je reste figée. Mes doigts tremblent. Et tout ce que j'avais encore de doute s'effondre. Je les remercie. Je scanne tout. J'ajoute au dossier. Le soir même, je prends un train pour Paris. Je ne préviens personne. Je retrouve Keira, mon ancienne colocataire. Une sœur choisie. Elle m'ouvre la porte avec un plaid dans une main et du thé dans l'autre. Je m'effondre sur son canapé. Ils ont tout fait pour qu'ils pensent que je l'avais abandonnée. Ma voix est sèche. Elle m'écoute sans m'interrompre. Puis elle dit « Tu n'étais pas la mauvaise fille. Tu étais la menace. » Je la regarde. Elle continue. « Parce que tu posais des questions. Parce que tu ne fermais pas les yeux. Parce que tu existais en dehors d'eux. Je ne pleure pas. Pas ici. Ici, je respire. » Le lendemain, je reçois un message inattendu. C'est Hugo. « Tu es allé trop loin. Tu crois quoi? Que tu vas tout reprendre ?» Je ne réponds pas. Je transfère le message à Maître Fournier. Il m'appelle 2 heures plus tard.
On va demander une ordonnance de non-contact. Ce genre de menace, c'est une erreur stratégique. Il sourit presque. Moi, non. Parce que je sais ce qui va suivre. La machine familiale. La honte inversée. Les appels des tantes, des cousins. Tu exagères. Tu vas détruire la famille. Et je suis prête. Je prépare une lettre. Pas à eux. À moi. Je l'écris à la main. Ligne après ligne. Tu ne détruis pas la famille. Tu détruis la fiction. Tu ne prends pas trop de place. Tu reprends la tienne. Tu n'es pas cruel. Tu refuses l'injustice. Je la glisse dans mon portefeuille. Je la garde sur moi. Parce que la guerre n'est pas toujours une explosion. Parfois, c'est un combat de souffle, de silence, de ténacité. Et moi, je ne suis plus la fille fragile. Je suis celle qui reste debout et qui écrit tout. Le procès a commencé dans une salle presque vide. Mais pour moi, c'était plein, plein de regards absents, plein d'années de silence, accumulées entre les bancs, plein de phrases qu'on m'avait interdites et que j'allais enfin dire. Ma mère est arrivée la première. Tailleur gris, foulard clair, regard de glace, Hugo juste derrière. Costard trop neuf, mâchoire crispée. Leur avocat parlait déjà à voix basse, comme s'ils étaient en train de gérer un simple désaccord bancaire. Moi, j'étais seule. Mais je n'avais jamais été aussi droite. Maître Fournier posa doucement la main sur mon épaule. Tu n'as rien à prouver, juste à poser la vérité. Je hoche la tête et j'entre. La juge feuillette les dossiers. Elle lève les yeux vers moi. Mademoiselle, vous affirmez avoir été volontairement exclue de la succession et victime de falsification de documents. Oui. Et vous disposez de preuves? Je me lève. Je tends les pièces. L'attestation initiale. La modification faite après l'AVC. Le message envoyé depuis le numéro de ma mère. La copie de la déclaration bancaire. Et les lettres non envoyées retrouvées chez M. Bernard. Elle les lit. Silence. Ma mère intervient alors. Voix lisse. Contrôlée. Ma fille a toujours eu une imagination fertile. Elle interprète. Elle déforme. Nous avons simplement agi dans l'urgence, à un moment difficile. Vous avez modifié des documents juridiques sans consultation, rétorque la juge. C'était pour simplifier. Luc n'était plus capable. Je parle alors, sans crier, mais avec chaque mot posé comme un coup. Mon père avait encore toute sa raison quand il m'a désigné. Il n'a jamais annulé cette volonté. Ce sont eux qui ont effacé son choix, comme ils ont effacé ma présence de sa fin de vie. Hugo bondit. Tu racontes n'importe quoi. Tu n'étais pas là, tu ne sais rien. Je me tourne vers lui, et je dis « Parce que vous m'avez tenu à l'écart, parce que vous avez tout verrouillé. » La salle est calme. Personne ne parle. Même pas leur avocat. La juge reprend. « Monsieur Hugo, pouvez-vous expliquer pourquoi la maison de Corrèze, toujours au nom de votre père, est aujourd'hui exploitée commercialement par votre société ?» Il se fige. Cherche une réponse. Mais il n'a pas de version prête. La juge continue. Cette affaire dépasse une simple question de succession. Il s'agit de détournement d'héritage, de falsification de preuves et potentiellement d'abus de faiblesse. Je sens un frisson traverser la salle. Pas sur moi, sur eux. À la sortie, la presse locale est là. Je n'ai rien dit à personne. Mais quelqu'un a parlé. Un micro s'approche. Vous souhaitez faire une déclaration? Je regarde la caméra. Et je dis, la justice ne détruit pas la famille. Elle répare ce que la manipulation a brisé. Je rentre à pied, seul, sous un ciel neutre. Pas de victoire criée, mais une ligne claire. Ils ne sont plus au-dessus. Ils ne sont plus impunis. Et moi,
Je ne suis plus leur ombre. Le soir, je reçois un appel de Maître Fournier. On a reçu la réponse de la banque. Le transfert post-décès est illégal. Ils vont collaborer. Je ferme les yeux. Inspire. La suite va être longue. Mais la trajectoire est lancée. Je regarde le dossier sur mon bureau. Je pense à mon père. À ce qu'il aurait dit. Peut-être rien. Peut-être juste un regard. Un hochement de tête. Comme pour dire « Enfin ». Le jugement est tombé un mardi. Sec. Définitif. Sans appel. La maison de Corrèze est restituée. Les comptes sont gelés. La plainte pour falsification est transmise au parquet. Et mon nom est réinscrit, officiellement, dans l'héritage de mon père. Je n'ai pas pleuré, pas souri non plus. J'ai juste respiré. Dans la boîte aux lettres, le lendemain, 3 lettres anonymes. Même écriture. Des mots qui claquent. Tu aurais pu régler ça en famille. Je les ai ouvertes calmement. Puis, je les ai brûlées. Le téléphone reste silencieux. Ma mère ne m'écrit plus. Hugo non plus. Parfait. Je retourne voir la maison de Corrèze. J'entre seule. La clé tourne sans bruit. À l'intérieur, l'air est sec. Tout est resté figé, comme en attente. Je pose ma main sur la table en bois. Je ferme les yeux. Je ne cherche plus à tout réparer. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je vis. Je bois un café en regardant les champs. J'écoute le vent. Je laisse passer 1 heure sans penser à rien. Puis je souris, une fois, sans forcer. C'est fini. Pas l'histoire, mais la peur. Et ça suffit.